contre les politiques prônées par M. Churchill d'une part et par le dictateur soviétique Staline d'autre part, de manière quasi systématique en faveur de la Ligue soviétique. Au vu des conséquences majeures induites par les interventions du général Marshall, les circonstances de sa promotion initiale sont intéressantes. Le président Roosevelt le nomma chef des troupes en 1939, supérieur hiérarchique de 20 généraux, divisions et de 14 généraux de brigade. 6 ans plus tôt, sa nomination au grade de général, violemment décrite par l'inspecteur général, avait été bloquée par celui qui était à l'époque chef de l'état-major, le général Douglas MacArthur. L'une des premières actions entreprises par le général Marshall fut en 1941 de demander au sénateur James Burness, un proche de M. Bernard Baruch, de proposer un amendement à un projet de loi militaire qui permettait au chef d'état-major de passer outre la règle de l'ancienneté et de nommer des officiers plus jeunes, qui considéraient comme disposant de capacités exceptionnelles. L'amendement du sénateur Bernès fut adopté, sachant qu'en termes de guerre ou d'état d'urgence nationale, tout officier de l'armée régulière peut être promu temporairement à un grade supérieur. Et fort de ce droit, le général Marshall effectua 4088 promotions au cours de l'année 1941. Parmi les promus, le colonel DeWitt Eisenhower, âgé alors de 50 ans, qui n'avait alors aucune expérience de combat ou de commandement, mais allait devenir en l'espace de 3 ans le commandant suprême des forces alliées. Le duo constitué du général Marshall et du général Eisenhower fut essentiel quant à l'orientation de l'issue de la guerre de 1945. En décembre 1941, juste après Pearl Harbor et l'entrée en guerre de l'Amérique, les propagandistes soviétiques basés à Moscou et à l'Ouest commencèrent à bruyamment encourager une invasion immédiate de l'Europe par les alliés occidentaux. Lorsque peu de temps après Pearl Harbor, M. Churchill rencontra M. Roosevelt et obtient un accord global stipulant qu'une invasion avant 1943 ou plus tôt était militairement impossible. Dès l'avril 1942, le général Eisenhower, conformément aux instructions du général Marshall, avait préparé un plan d'invasion devant avoir lieu en 1942, et on avait persuadé M. Roosevelt d'envoyer un télégramme allant dans ce sens à M. Churchill. The Angels of Fate, le général Marshall et M. Hawkins se rendirent à Londres, où M. Churchill leur dit que l'hécatombe qui aurait lieu sur les côtes françaises suite à une invasion précipitée et irraisonnée était probablement la seule manière possible de perdre la guerre. Le général Marshall, eu égard à son grade, était supposé avoir légitimité d'être considéré comme le meilleur stratège des États-Unis. Ce qu'il proposa était qu'en fait, le seul allié solide engagé dans le conflit en ce moment-là se suicide et que la guerre soit perdue, en tout cas pour l'Angleterre. M. Churchill déclara que si une telle tentative était menée, la Manche serait transformée en une rivière de sang des Alliés. Mais en réalité, les 3/4 de ce sang auraient été britanniques. Le chef des forces américaines, basé sur les îles britanniques, à qui ultérieurement l'on demanda quelques effectifs qui pourraient fournir, souligna que tout ce sur quoi l'on pouvait compter était la 34e division alors localisée en Irlande. Le général Clark ajouta que même cette division manquait de soutien anti-aérien, de chars et d'entraînement. Les premières troupes américaines à s'engager dans les combats en Afrique du Nord fin 1942 montrèrent leur manque de préparation. M. Hanson et Baldwin, l'important critique militaire américain, écrivit plus tard rétrospectivement, et il est maintenant évident que notre projet d'invasion de l'Europe occidentale durant l'année 1942 était grotesque. Malgré tout cela, le général Marshall, de retour à Washington, proposa au président Roosevelt que les États-Unis se retirent de la guerre en Europe si les Britanniques n'acceptaient pas son plan. D'après le secrétaire Stimson, le général Marshall fut envoyé à nouveau en Angleterre pour rencontrer M. Churchill. Il refusa brusquement de séjourner à Chequers. Son plan s'effondra suite au rapport envoyé d'Irlande par le général Clark, qui spécifiait qu'il ne pouvait fournir qu'une division sous-entraînée et sous-équipée. Mais la proposition et la menace avaient été émises,
et toute la suite du conflit doit être analysée en gardant à l'esprit cette action initiée par l'officier le plus haut gradé des États-Unis. Au printemps 1942, les Allemands avaient encore 1 300 000 soldats en France et aux Pays-Bas, et les alliés occidentaux n'avaient pas de force comparable à leur opposer, même s'ils avaient disposé d'une supériorité aérienne, de navires, de débarquement de véhicules amphibies et d'entraînement aux techniques d'invasion. M. Roosevelt dut abandonner le dangereux projet et l'Angleterre, pour la troisième fois durant cette guerre, survécut à une menace mortelle. La guerre continua en 1942 et en 1943, alors que les armées britanniques et plus tard les armées américaines écrasaient les Allemands en Afrique du Nord. C'est alors que le tournant décisif dans cette guerre fut pris. Les alliés occidentaux étaient prêts à frapper. Comment et où allaient-ils frapper ? En ce moment, la seconde brillante décision du général Marshall détermina l'issue de la guerre. Le compte-rendu de M. Churchill et le récit émanant de toutes les autres autorités convergeant sur le point qu'il fut cohérent au début et à la fin, en tout cas concernant cette question majeure parmi les dirigeants occidentaux. Il était le seul à disposer d'une longue expérience militaire et politique, et il vit clairement que la guerre n'apporterait ni une vraie victoire, ni la paix si l'État révolutionnaire, l'agresseur du début du conflit, était autorisé à avancer profondément au cœur du territoire européen. Il souhaitait que les opérations militaires soient menées de manière à ce qu'ils ne puissent pas s'étendre au-delà de ses frontières naturelles. Dans cette controverse, son opposant majeur se révéla puis être le général Marshall que le président Roosevelt, dont l'état de santé au cours de la dernière année de la guerre l'empêcha peut-être d'avoir les idées claires, à moins qu'il n'ait simplement été la victime de la pression qui l'entourait. M. Churchill souhaitait attaquer au sud et au nord et occuper les Balkans et les pays d'Europe de l'Est avant qu'il ne passe du joug hitlérien à celui de l'armée rouge. Cette politique aurait mené à une vraie victoire, aurait donné au monde une perspective de paix pour le reste du XXe siècle et aurait largement atteint les objectifs initiaux de la guerre, parmi lesquels la libération était le plus important. Le général Marshall était résolu à concentrer l'attaque sur la France et à laisser toute l'Europe de l'Est, l'Europe centrale et les Balkans à l'État révolutionnaire, et M. Roosevelt, qui fut lucide ou non, poursuivit cette politique jusqu'au tragique dénouement que le monde constata à Yalta, où la défaite fut arrachée de la gueule de la victoire. Les combats continuèrent pendant 18 mois, mais les dés étaient jetés comme les faits le prouvèrent. À la première conférence de Québec en août 1943, lorsque les armées anglo-américaines, après avoir totalement conquis l'Afrique du Nord, étaient revenues en Europe et étaient en passe de repousser les armées allemandes hors de l'Italie, à Québec, sous la pression du général Marshall, il fut décidé de retirer les troupes d'Italie pour un second débarquement en France complémentaire du débarquement principal en Normandie. Cela signifiait l'arrêt des forces alliées du général d'armée Alexander en Italie, qui, après la prise de Rome, était devenue une formidable machine de guerre, aux perspectives illimitées. Général Clark, arrêtant la progression là-bas et surtout abandonnant toute idée de pousser à travers l'Adriatique qui aurait porté les armées alliées jusqu'à Vienne, Budapest et Prague. Cela aurait totalement modifié la situation d'après-guerre à l'avantage de l'Occident et de la paix. Si le lecteur jette un coup d'œil à une carte, le problème lui sautera aux yeux. Au moment où une vraie victoire était à portée de main, elle fut abandonnée au profit d'une invasion du sud de la France, entraînant une dispersion des forces militaires aux conséquences encore plus préjudiciables que la dispersion des armées britanniques vers la Palestine pendant la Première Guerre. Le débarquement complémentaire dans le sud n'apporta aucun avantage militaire. Justifiant ce choix, qui était visiblement politique pendant la conférence de Québec, le document sur lequel le général Marshall basa son argumentaire en faveur de cette décision le démontre. Il était inutile, la position russe, et fut attribué à une évaluation provenant d'un très haut niveau au sein de l'organe militaire des États-Unis, Sherwood, ce qui veut dire le général Marshall lui-même. Il mentionnait que la Russie aura une position dominante en Europe pendant l'après-guerre
Puisque la Russie est l'élément clé dans cette guerre, elle doit recevoir tous les soutiens possibles et tous les efforts doivent être entrepris pour obtenir ses faveurs. Ainsi, puisqu'elle dominerait sans aucun doute l'Europe après la défaite de l'Axe, il est d'autant plus essentiel de développer et de conserver les meilleures relations possibles avec la Russie. Ici, la politique de fonds mise en place au sujet des approvisionnements via le pré-bail réapparaît dans le domaine des opérations militaires. Elle consistait en une soumission inconditionnelle aux objectifs et intérêts suprêmes des soviétiques. Staline s'était opposé à la percée à travers les Balkans et avait argué que la seule manière d'attaquer directement le cœur de l'Allemagne, c'était de passer par le cœur de la France. L'évaluation militaire de haut niveau présentée à Québec mettait en fait le plan de Staline en avant. Ce document, comme le lecteur pourra le constater, présentait à 2 reprises les hypothèses comme étant des faits, nommément qu'après la guerre, la Russie aura une position dominante en Europe. Elle dominera sans aucun doute l'Europe. C'était précisément cette question qui, en 1943, devait encore être décidée par encore 2 années d'opérations militaires et la politique de M. Churchill avait pour objectif d'éviter cette perspective qui était présentée comme un fait accompli. Il souhaitait voir les soviétiques victorieux, mais il ne voulait pas les voir dominer l'Europe. Il fut dépassé à ce moment de 1943 en raison de décisions politiques prises dans le secret. La guerre fut politiquement perdue pour les Occidentaux. Ce fut l'intervention la plus importante du général Marshall. M. Churchill, bien qu'il ne critiquât jamais le général Marshall, y fait implicitement allusion dans ses mémoires de guerre et pleura l'opportunité manquée dans Triomphe et Tragédie. Le général Mark Clark, qui en 1943 commandait les forces américaines en Italie, écrivit en 1950, ouvrez les guillemets, si nous transférions nos forces d'Italie en France, il était clair pour Staline que nous abandonnerions l'Europe centrale. Anville, nom de code du débarquement dans le sud de la France, nous mena dans une impasse. Il est aisé de comprendre pourquoi Staline soutint Anville. Après la chute de Rome, l'armée de Kesselring aurait pu être détruite si nous avions été capables de lancer toutes nos forces dans une ultime bataille. De l'autre côté de l'Adriatique se trouvait la Yougoslavie, et au-delà de la Yougoslavie, Vienne, Budapest et Prague. Après la chute de Rome, nous poursuivîmes un objectif erroné autant d'un point de vue politique que stratégique. Si nous avions évité cette erreur grossière qui nous éloigna des Balkans et les fit tomber sous le contrôle de l'armée rouge, la campagne de Méditerranée aurait pu être la plus décisive de toutes dans l'histoire de l'après-guerre. Une campagne qui aurait pu modifier toute la teneur des relations entre le monde occidental et la Russie soviétique fut amenée à disparaître. Le retrait de la campagne d'Italie fut l'un des ratés politiques majeurs du conflit. Le général Mark Clark, un brillant soldat américain qui fut par la suite relégué à des postes de commandement secondaire et démissionna de l'armée, parla de ratés et d'erreurs. Mais les documents cités plus haut, ainsi que de nombreuses autres sources qui sont désormais accessibles, démontraient que la décision n'était ni un raté, ni une erreur, au sens habituel de ces mots, c'est-à-dire un mauvais choix dû à une évaluation erronée des conséquences. Les conséquences furent prévues et voulues. Il n'y a aucun doute là-dessus. La décision était politique et non pas militaire, et elle fut prise par les hommes qui entouraient le président. C'était dans le domaine militaire une analogie parfaite avec les décisions prises au sujet des opérations de pré-bail, subordonnées toute autre considération à l'intérêt de l'État révolutionnaire. Ainsi, la guerre qui aurait pu être terminée probablement en 1944 grâce à la libération des pays envahis par Hitler, laissant l'État soviétique à l'intérieur des frontières russes naturelles ou un peu au-delà, et l'Europe dans un état de stabilité, continua en 1944 et jusqu'en 1945, tandis qu'on accorda un répit aux armées allemandes localisées en Italie et que le département inutile dans le sud de la France n'apporta aucune puissance supplémentaire au débarquement principal qui eut lieu en Normandie. La tournure que prit la guerre au cours de ces 10 derniers mois fut celle dictée par le gouvernement soviétique, et elle fut supposée à la stratégie militaire des Occidentaux
via son agent au sein du gouvernement américain, l'homme connu sous le nom de Harry Dexter White. Celui-ci étant décédé, il ne peut témoigner, mais il est habituellement décrit par les autorités les plus fiables que je connaisse comme étant l'auteur du plan visant à la destruction de l'Allemagne et à l'abandon de l'Europe à la domination soviétique, qui passa à la postérité sous le nom de plan Magento. Dans l'ombre de ce plan, comme nous allons le voir, les armées occidentales avancèrent progressivement jusqu'aux frontières de l'Allemagne, jusqu'au dernier moment où M. Churchill, qui avait auparavant été défait par le général Marshall dans sa tentative de voir l'aile droite des armées alliées déferler dans les Balkans pour frapper au ventre mou de l'ennemi, lutta pour tirer profit de ce qui avait été perdu suite à une grande offensive de dernière minute menée par l'aile gauche vers Berlin et au-delà. Cette histoire est narrée dans ses mémoires et dans celle du général Eisenhower. Le général Eisenhower y décrit son refus quant à la proposition du général d'armée Montgomery de mener une attaque massive jusqu'à Berlin fin 1944. Il considérait que ce projet était trop risqué ou déraisonnable. Plutôt, dans son livre, il reproche gentiment à Montgomery d'être trop prudent. Il mena au cours des mois suivants une progression globale dispersée qui laissa le temps à l'armée rouge de mettre la main sur l'Europe. Et en mars 1945, alors que la conférence de Yalta était terminée, que l'intention des soviétiques d'annexer la Roumanie et la Pologne plutôt que de les libérer était déjà révélée, que le président Roosevelt faisait part à Staline de ses protestations officielles par télégramme, le général Eisenhower télégraphia directement son plan au dictateur soviétique, intitulant son message, ouvrez les guillemets, message personnel pour le maréchal Staline. Cette communication avec Staline, avant même qu'elle ne soit validée par les dirigeants alliés, déclencha les furieuses protestations de M. Churchill, qui essaya jusqu'à la fin de sauver ce qui pouvait encore être sauvé du fiasco en préparation, en insistant à ce que moins Vienne, Prague et Berlin soient prises. Ces démarches furent vaines. Le général Marshall à Washington notifia à Londres qu'il approuvait totalement le concept stratégique du général Eisenhower et sa procédure de communication avec les Russes. À partir de ce moment-là, le déploiement des Alliés à l'Ouest fut en fait conçu pour obtenir l'approbation des Soviétiques, et les conseils britanniques furent ignorés. Le général Eisenhower avait directement informé Staline le 28 mars qui s'arrêtait juste avant Vienne. Le 14 avril, il informa les chefs d'état-major qui s'arrêtaient 70 miles avant Berlin au niveau de l'Elbe, et ajouta: si vous le voulez bien, je me propose d'en informer le maréchal Staline. Avec les objections britanniques avaient été écartées. Ces 5 premiers mots n'avaient qu'un rôle formel. Il restait Prague, capitale de la Tchécoslovaquie occupée. Le général Eisenhower conseilla à Staline d'avancer jusqu'à Prague si la situation le nécessitait. Il disposait de forces substantielles en attendant au niveau de la frontière tchèque. Staline répondit 9 mai 1945, exigeant que le général Eisenhower s'abstienne de faire progresser les forces alliées au-delà. La ligne constituée par les villes de Karlsbad, Pilsen et Bugweiss. Le général Eisenhower ordonna immédiatement au général Patton de s'arrêter sur cette ligne. Ainsi, l'horrible partition de l'Europe fut mise en place au sujet de cette situation. M. Churchill ajouta que le commentaire laconique suivant « ça ne pourra pas durer », entre guillemets. 5 ans plus tard, le général Eisenhower déclara qu'il était le seul responsable de ces 3 décisions fatales. Ouvrez les guillemets, je dois clarifier un point. Votre question semble sous-entendre que la décision de ne pas prendre Berlin était une décision politique. Au contraire, il y a une seule personne au monde responsable de cette décision. Je suis cette personne. Personne d'autre ne fut impliqué, ne serait-ce que dans les plus infimes détails. Cette déclaration fut faite en réponse à une question posée lors d'un dîner de l'association du barreau de la ville de New York le 3 mars 1949. L'interlocuteur dit l'impression générale et qui, si notre armée avait pris Berlin et Prague, la situation pendant la période d'après-guerre aurait pu être différente. Si nos dirigeants politiques s'étaient abstenus d'interférer avant votre application des procédures militaires normales qui constituent
à conquérir autant de territoires que vos armées de le permettre. Ne pensez-vous pas que la situation d'après-guerre aurait été différente? La déclaration du général Eisenhower ne pouvait pas être vraie, mais s'il y croyait, l'ordre d'arrêter la progression des Alliés jusqu'à ce que l'armée rouge prenne le contrôle de l'Allemagne et de l'Europe centrale avec ses trois principes capitales découlait clairement de la politique qui manifestement animait le pré-bail, celle de privilégier les demandes des soviétiques par rapport à celles des autres alliés et même par rapport aux besoins de l'Amérique. À ce sujet, le capitaine Harris Butcher, qui était le biographe et le conseiller personnel du général Eisenhower pour les affaires navales, déclara précisément que lorsque le général Eisenhower, malgré les protestations de M. Churchill, initia les communications directes avec Moscou à propos de la ligne d'arrêt de la progression alliée, la question de l'occupation des frontières et des territoires avait été discutée bien au-dessus de la sphère des quartiers généraux militaires. Les actions du général Eisenhower suivirent clairement un plan politique prédéfini, acté au plus haut niveau. Quand il devint président, les conséquences de ce plan étaient déjà totalement visibles et il put se sentir hanté par l'exemple du président Roosevelt, comme le président Roosevelt fut toujours hanté par celui du président Wilson. M. Churchill fit le 11 mai 1953 le discours de conclusion relatif au bilan de la Seconde Guerre et qui constitua la seconde grande désenchantement pour des troupes qui se croyaient victorieuses. Si notre recommandation avait été appliquée par les États-Unis après l'armistice avec l'Allemagne, les alliés occidentaux n'auraient pas quitté le front que leurs armées avaient atteint, et ce dans le respect des lignes d'occupation convenues. Avant qu'un accord ne soit conclu avec la Russie au sujet de nombreux différends concernant l'occupation des territoires ennemis, dont l'Allemagne ne représente évidemment qu'une portion, notre proposition ne fut pas retenue et une grande partie de l'Allemagne fut cédée à l'occupation soviétique sans aucun accord global ne soit conclu entre les trois puissances victorieuses. Ainsi, la politique suivie en termes de transfert d'armes, de richesses, de biens, en un terme de gestion des opérations militaires pendant la Seconde Guerre mondiale, servile l'extension de la Révolution, restait une autre manière de faire avancer à travers la guerre le processus d'extension de la Révolution, la capitulation de la politique menée par les dirigeants des États occidentaux au plus haut niveau au cours des pourparlers et des conférences tenues par ces derniers à mesure que la situation militaire se concrétisait. Les sentiments du lecteur pourraient être inutilement tourmentés si l'histoire de toutes ces conférences atlantiques, Le Caire, Casablanca, Téhéran, Yalta, lui était contée. Le contraste entre les premières déclarations pleines de grande ambition et l'acceptation finale de toutes les abominations initialement dénoncées est démontré suffisamment douloureusement dans une brève description de la première rencontre, la charte de l'Atlantique, et de la dernière, la conférence de Yalta. La charte de l'Atlantique fut précédée par le troisième discours d'investiture du président Roosevelt le 6 janvier 1941, où il déclara à une Amérique qui n'était pas encore en guerre qu'il, ouvrez les guillemets, espérait un monde fondé sur 4 libertés essentielles: la liberté d'expression, la liberté de culte, la liberté de moyens et la liberté de paix. Ainsi, la charte de l'Atlantique du 14 août 1941, fruit des efforts conjoints de M. Churchill et du président Roosevelt, reprenait une phraséologie dont les lecteurs des protocoles de 1905 étaient depuis longtemps familières. On se demande si les élus dictateurs les ont jamais lus. Cette charte présente certains principes de base, censés gouverner les politiques respectives de l'Amérique et de la Grande-Bretagne, sur lesquelles les deux signataires reposent leur espoir d'un avenir meilleur pour le monde. Le premier principe spécifie aucune expansion territoriale ou autre. Le suivant, aucune modification de frontières qui ne serait pas en accord avec les souhaits librement exprimés des peuples concernés. Le troisième, le droit de tous les peuples de choisir le type de gouvernement dont ils dépendront et le souhait de voir droit souverain et gouvernement indépendant rendus à tous les peuples qui en auraient été privés par la force. L'abandon de ces nobles intentions suivies au cours des conférences de Casablanca et de Téhéran
de 1943, Staline était présent à Téhéran et fut cité dans la déclaration comme se consacrant à l'élimination de la tyrannie et de l'esclavage, de l'oppression et de l'intolérance, et connut son point d'orgue en février 1945 à Yalta, seulement 3 ans et demi après la charte de l'Atlantique. Au moment de cette conférence, les armées anglo-américaines en Europe étaient mises en attente afin que l'armée rouge se déploie en profondeur au cœur de l'Europe. La déchéance de la diplomatie occidentale, si le mot n'est pas trop doux, depuis sa grandeur passée, fut brutalement mise en lumière par la conférence de Yalta, et l'examen des archives pourrait réveiller chez les Occidentaux aujourd'hui une nostalgie de l'époque où les plénipotentiaires et les ambassadeurs, portant leurs costumes protocolaires et conscients de leurs responsabilités, se rencontraient dans la dignité pour améliorer la situation des nations après une guerre. En comparaison avec le congrès de Vienne ou de Berlin, la conférence de Yalta ressemble en quelque sorte à un concert enfumé dans un bistrot. Comme le dictateur soviétique refusait de quitter ses terres, les dirigeants occidentaux le rencontrèrent en Crimée. Lorsque l'on négocie avec les Orientaux, il s'agit dès le début d'une capitulation. Le président américain et son confident Hawkins étaient moribonds, et dans le cas de M. Roosevelt, cela était manifeste par les images diffusées par les médias et vues par la population. Je me souviens des cris d'exclamation qui s'élevèrent du public au cours d'une projection à laquelle je participais. Certains des plus hauts dignitaires étaient accompagnés de leurs proches. Ainsi, ces événements prirent-ils l'apparence d'une excursion en famille, une escapade plutôt plaisante, loin des contraintes pesantes de la guerre. Mais l'élément de loin le plus terrible est que les invités furent exposés, et nombre d'eux en furent victimes, de l'une des plus anciennes ruses de négociation connues de l'astucieuse civilisation asiatique, l'étourdissement par l'alcool. Un des hauts dignitaires, le général division Lawrence Cutter, qui représentait l'armée de l'air des États-Unis, déclara, ouvrez les guillemets, le petit déjeuner débuta par un verre de cognac de taille moyenne, du cognac de Crimée. Après les toasts d'ouverture et le cognac, il eut plusieurs services de caviar accompagnés de vodka, puis un assortissement de tranches de viande froide avec du vin blanc, pour terminer de petites pommes fermes de Crimée et avec celle-ci un champagne demi-sec de Crimée. Le plat final de ce petit déjeuner consistait en un verre haut et fin rempli de thé bouillant avec lesquels des verres à liqueur remplis de cognac furent servis. Il s'agissait seulement du petit déjeuner, comme un homme avec le ventre plein de substances décrites ci-dessus peut-il prendre des décisions rationnelles ou logiques au sujet de la prospérité des États-Unis d'Amérique. Elliot Roosevelt, qui accompagnait son père à la conférence, déclara que presque tout le monde était ivre concernant le repas qui eut lieu le soir. Charles Bolen, qui participa en tant qu'adjoint au secrétaire d'État et interprète auprès du président Roosevelt, déclara que le maréchal Staline se comporta en hôte. L'atmosphère du dîner fut des plus cordiales et en tout 45 toasts furent bu. En plus de tout cela, le président Roosevelt, mourant, arriva à Yalta en tant que signataire du plan Mogento, conçu par un agent soviétique au sein même de son département d'État, M. Harry Dexter White, et il était accompagné par un autre agent soviétique démasqué et condamné ultérieurement, M. Alger Hayes, de son département d'État, qui est à cet instant critique était le conseil spécial du président pour les affaires politiques. Par conséquent, le gouvernement soviétique était représenté sur 2 des 3 côtés de cette table, et le résultat de la conférence en fut sa conclusion logique. Jusqu'au tout début de la rencontre, M. Churchill poursuivit son effort pour sauver l'Europe centrale et les Balkans du destin auquel ils avaient été abandonnés à Yalta. Lorsqu'il rencontra à Malte le président Roosevelt qui était en route pour Yalta, il proposa une fois de plus des opérations militaires à partir de la Méditerranée. Le général Marshall, dans la lignée de sa menace en 1942, alors que si le
plan britannique était approuvé, il expliquerait à Eisenhower qu'il ne disposait plus d'autre choix que d'être relevé de ses fonctions. Sherwood. Un mois avant la rencontre de Yalta, M. Churchill a envoyé un télégramme au président Roosevelt. Ouvrez les guillemets. À ce jour, je pense que la fin de la guerre pourrait bien se révéler comme étant plus décevante que ne le fut la précédente. Bien du chemin avait été parcouru depuis les heures de gloire de 1940, année durant laquelle il était devenu Premier ministre et avait écrit le pouvoir détenu au cours d'une crise nationale quand un homme pense savoir quels ordres doivent être donnés et une bénédiction. Il connaissait désormais le peu de pouvoir dont disposaient les élus dictateurs et ne pouvait espérer au mieux que sauver une infime partie des ruines de la victoire qui à ce moment-là était en train d'être rejetée alors qu'elle était sur le point d'être remportée. Ce qu'il savait et qu'il rapporta au président Roosevelt fut totalement ignoré par les populations tourmentées. Ce contrôle total de la presse dont les protocoles se prélavent avec arrogance empêcha la vérité de les atteindre et elles furent progressivement emportée par une suite vague d'enthousiasme brûlant pour la grande victoire qu'elle était en train de gagner. Le pouvoir de M. Churchill ne pouvait changer cela. Quelques mois auparavant, le 23 août 1944, il avait demandé à son ministre de l'Information « Y a-t-il eu un arrêt de la médiatisation des faits relatifs à l'agonie de Varsovie qui semble d'après les journaux avoir été quasiment surpris. Triomphe et tragédie. Cette demande semble sincère et dans ce cas, M. Churchill ignorait ce que tout journaliste indépendant aurait pu lui dire, que de tels faits étaient quasiment supprimés. Il nota pas la réponse qu'il obtient s'il réponse il y eut. L'agonie à laquelle M. Churchill fait référence concerne la rébellion héroïque de l'armée polonaise clandestine condamnée par le général Bors contre les Allemands alors que l'armée rouge s'approchait de Varsovie. La progression de l'armée soviétique fut immédiatement stoppée sur ordre de Moscou et Staline refusa que les avions britanniques et américains utilisent les aéroports soviétiques afin de poster des secours aux Polonais. M. Churchill déclara, ouvrez les guillemets, je n'en crus quasiment pas mes yeux lorsque je lus sa réponse cruelle. Et il raconte qu'il pressa le président Roosevelt d'ordonner l'utilisation des aéroports par les avions américains car Staline n'aurait jamais osé les faire abattre. M. Roosevelt refusa et les Polonais furent abandonnés aux griffes des troupes SS de Hitler qui rasèrent Varsovie, tuèrent 200 000 habitants et déportèrent les 350 000 survivants. Le 1er octobre, après 8 semaines de résistance, Radio Varsovie émit ce message. C'est la cruelle vérité, nous avons été encore plus maltraités que les alliés d'Hitler, plus maltraités que l'Italie, plus maltraités que la Roumanie, plus maltraités que la Finlande. Dieu est juste et dans son omnipotence, il punira tous les responsables des terribles mesures infligées à la nation polonaise. Ces mots rappellent le message tchèque. Nous léguons notre souffrance à l'Ouest après que la Tchécoslovaquie fut abandonnée en 1939 à Hitler. Le pouvoir gagné par la révolution au sein de l'Ouest infesté fut suffisamment pour empêcher la publication de tels faits pendant la Seconde Guerre. Et la requête de M. Churchill auprès de son ministre de l'Information s'évanouit dans les airs. L'agonie de Varsovie fut rendue publique 3 ans exactement après que M. Roosevelt eut signé la déclaration de principe, précisant qu'il souhaitait voir droit souverain et gouvernement indépendant rendu à tout peuple qui en aurait été privé par la force. Tel était l'arrière-plan de la conférence de Yalta où, au cours de son premier échange avec Staline, le président Roosevelt, un homme qui était à l'article de la mort, dit au dictateur soviétique qu'il était encore plus assoiffé de sang allemand qu'il ne l'était il y a un an et qu'il espérait que le maréchal Staline proposerait à nouveau un toast à l'exécution de 50 000 officiers de l'armée allemande. Le terme à nouveau fait allusion à la conférence de Téhéran de décembre 1943, au cours de laquelle Staline avait proposé un tel toast. M. Churchill avait
vertement protesté et quitté la pièce. Le président Roosevelt avait alors suggéré que seulement